Alors, la maladie cœliaque, c'est une maladie que vous connaissez très bien. Donc, juste quelques rappels et quelques points d'actualité. Alors, chez nous, et probablement chez vous, la forme qu'on a tous appris, en tout cas les plus anciens, avec cet enfant qui a... Voilà, cet enfant qui a un gros ventre, qui est dénutri, avec une cassure qui survient au moment de l'introduction du gluten, avec des magnifiques fesses tristes, c'est des choses qu'on voit de moins en moins parce qu'elles sont assez minoritaires. Ce très vieux travail, c'est pour montrer que c'est quand même pas récent, montre qu'il y a beaucoup d'autres situations où il faut y penser, et en premier lieu, l'anémie fériprive. Devant toute anémie fériprive qui ne semble pas guérir, chez un enfant qui mange la viande 2 fois par jour, vous n'êtes pas endoctriné par les écologistes comme on l'est, nous. Donc vous continuez à manger de la viande, nous, on en mange de moins en moins, nos enfants en mangent de moins en moins, ce qui est dramatique. Mais un enfant qui mange de la viande et qui, malgré tout, a une anémie fériprive récidivante, pensez à la maladie cœliaque. Alors vous voyez, il peut y avoir tous les retards staturaux isolés, les endocrinos, ça très très bien, l'anorexie isolée, les troubles neuropsychiques, constipation, ce qui est paradoxal chez un enfant qui a habituellement la diarrhée, des calcifications cérébrales, dermatite herpétiforme, aphthose buccale, hypertransaminasémie et anomalie de l'émail dentaire. Alors en réalité, ça c'est une série, mais si on recherche dans la littérature tous les symptômes qui peuvent révéler une maladie cœliaque, finalement, il y a toute la médecine, effectivement. Donc, dans le service, quand on a un patient qui arrive avec une symptomatologie qu'on comprendra très bien, on fait des IGA antitransglutaminase. Pour être honnête, on trouve très rarement une maladie cœliaque. Dieu sait comment on le fait, très rarement une maladie cœliaque devant toute cette symptomatologie. Maintenant, c'est décrit dans la littérature. Alors, quelques dessins. Là, c'est Olivier Moutarde qui m'avait passé ça, une image dermatite herpétiforme, qui, vous savez, c'est une intolérance au gluten. Enfin, une maladie cœliaque, ça peut ou pas être associé à une atteinte intestinale, c'est-à-dire qu'on peut avoir une dermatite herpétiforme uniquement cutanée, qui réagit à l'exclusion du gluten sans atteinte intestinale, ou on peut avoir les deux. Et sinon, vous avez tous les stades ici de l'atteinte de l'émail dentaire, avec... uniquement, alors on ne voit pas très très bien, mais même sur mon écran, je vois pas là, alors, je vois pas bien. Si on voit ici, vous voyez des petites anomalies structurales de l'émail. Ici, c'est une petite ligne qui est là, et ça peut aller jusqu'à une belle destruction de l'émail dentaire. Alors on voit peut-être un tout petit peu mieux. Et puis les fameuses calcifications cérébrales qui seraient dues à des petites nécroses locales, peut-être par des carences notamment en acide folique, et qui peuvent donner des crises d'épilepsie. Alors l'évolution, c'est probablement la même chose chez vous que partout ailleurs. Les formes, les diagnostics se font de plus en plus tard. L'âge du diagnostic, comme vous le voyez ici, augmente avec le temps, parce que vous voyez ici l'évolution, et les formes diagnostiquées sont de moins en moins typiques, avec de moins en moins de formes digestives telles qu'on les connaissait, et de plus en plus, on va en parler à la fin parce que c'est un point de discussion, de plus en plus de dépistage systématique. Si bien que, moi quand j'ai fait mes études, c'était les pédiatres qui faisaient les cours sur la maladie cœliaque. Aujourd'hui, nos collègues d'adultes voient beaucoup plus de maladies cœliaques que nous. Comme vous voyez là, beaucoup plus d'adultes que d'enfants. Donc c'est vraiment devenu une maladie de l'adulte, et on sait qu'on peut avoir une maladie cœliaque à tout âge de la vie. Dans cette salle, à tout moment, vous pouvez avoir une maladie cœliaque, même si vous avez déjà eu une biopsie intestinale qui était normale, même si vous avez déjà eu des IGA antitransglutaminase, vous pouvez dès demain, nos collègues de Saint-Antoine ont eu ça chez une dame de 80 ans, un diagnostic de maladie cœliaque chez une dame de 80 ans. Et ce n'est pas des maladies cœliaques non diagnostiquées durant l'enfance et qui ont duré jusqu'à 80 ans. C'est des authentiques maladies cœliaques qui apparaissent à l'âge adulte. Alors, vous connaissez tous, on va le revoir pour ceux qui ne se souviennent pas, les dernières recommandations simplifiées de Lesbgan quand vous diagnostiquez, quand vous suspectez une maladie cœliaque. Sur la diapo suivante, ça va être beaucoup plus résumé. On sait qu'on fait IGA antitransglutaminase avec des IGA totales. Si c'est positif, si à 10 fois la normale, on fait les IGA anti-endomysium, les deux réunis, on n'a rien besoin de faire de plus, le diagnostic est porté. Si c'est à moins de 10 fois la normale, ou si les anticorps anti-endomysium sont négatifs,
dans ce cas-là, c'est la biopsie intestinale qui va faire le diagnostic, à condition qu'elle monte en marche 2. On va revoir ça tout de suite après. En marche 0 ou en marche 1, en marche 0, on est tranquille. En marche 1, on est dans une situation complexe avec des cas à réévaluer. Ça, c'est si les anticorps antitransglutaminase sont positifs, mais on peut avoir des anticorps négatifs. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de déficit en IgA, le diagnostic de maladie cœliaque est exclu. Si par contre il y a un déficit en IgA, c'est là où on peut céder des IgG antigliadine, anti-endomysium et antigliadine déamidée. Antitransglutaminase, pardon, anti-endomysium et antigliadine déamidée. On peut céder, mais c'est beaucoup moins sensible et beaucoup moins spécifique en tout cas. S'ils sont négatifs, on ne va pas continuer, la maladie cœliaque est éliminée. Et si c'est positif, ça sera encore la biopsie. Mais c'est jamais simple la médecine, et il y a un élément qui permet d'éviter les biopsies intestinales qui sont quand même un peu plus agressives. C'est dans des situations douteuses, que ce soit même dans les situations, vous voyez, où tout est négatif, mais la symptomatologie pour vous est très évocatrice avec un enfant qui a des IgA, qui a un déficit en IgA, ou dans des situations où, vous voyez ici, vous n'avez pas de déficit en IgA, mais vous y croyez vraiment, vous vous aidez, et c'est ce que je fais à chaque fois, vous vous aidez du groupe HLA DQ2 DQ8, alors c'est pas remboursé, c'est cher, je crois que vous avez des difficultés pour l'avoir ici. On peut s'aider des HLA DQ2 DQ8, s'il est DQ2 DQ8, ben on n'est pas plus avancé, donc ce sera la biopsie intestinale, mais s'il n'est pas DQ2 DQ8, ça va l'empêcher d'avoir une biopsie inutile. Donc ce schéma extrêmement compliqué, en réalité il se résume aussi simplement que ça. Si vous faites des IgA antitransglutaminase, si les IgA antitransglutaminase sont plus de 10 fois la normale et les IgA anti-endomysium positives, le diagnostic est fait. Dans tous les autres cas, ce sera la biopsie intestinale à condition de la précéder par un HLA DQ2 DQ8 positif et éventuellement des IgG, antigliadine déamidée, anti-endomysium et antitransglutaminase positive. Vous voyez, ce schéma extrêmement compliqué, il se résume aussi simplement que ça. Alors, moi, quand j'ai fait mes études, on ne posait le diagnostic de maladie cœliaque que quand on avait une atrophie héréditaire totale. Vous savez que ça a changé maintenant, puisque c'est les différents stades de marche. Le stade 0, c'est un stade normal. Le stade 1, c'est une simple hyperlymphocytose intraépithéliale. On est dans une situation douteuse. Et lorsque, on va voir ça tout de suite après, dans ces situations douteuses, on peut être amené quand même à mettre un régime sans gluten. Par contre, à partir du stade 2, c'est-à-dire avec une hyperplasie des cryptes et une lymphocytose intraépithéliale, plus une symptomatologie évocatrice, le diagnostic de maladie cœliaque peut être posé sans atrophie villositaire. Alors, ça, j'allais dire, c'est assez connu. La situation qui peut parfois arriver, c'est un enfant qui a un tableau typique, j'en ai eu plusieurs comme ça, un tableau typique de maladie cœliaque, mais la biopsie, il n'a pas d'IgA antitransglutaminase, et la biopsie montre un marche 1. Alors là, on va rechercher éventuellement des signes associés. S'il a une carence martiale, ça va nous aider. Et c'est dans les recommandations de l'ESBGAN, eh bien, on peut, dans cette situation-là, tenter un régime sans gluten, alors qu'on n'a pas les critères, et avec une efficacité qui est loin d'être ridicule. Et dans mon expérience, les 2 fois où j'ai fait ça, l'enfant a guéri. Donc on est devant une situation extrêmement compliquée puisque on n'a pas tous les critères de la maladie cœliaque et on va imposer un régime à vie. C'est pas simple. On a une autre situation, c'est le diagnostic différentiel, et ça nous est arrivé aussi à plusieurs reprises. Un enfant a un dosage des IgA antitransglutaminase pour des raisons X, et ils arrivent avec des IgA antitransglutaminase très très positifs. Mais par contre, les IgA anti-endomysium sont négatifs et la biopsie strictement normale. C'est tous les diagnostics différentiels qu'il faut connaître, et notamment toutes les pathologies immunitaires et auto-immunes peuvent augmenter les IgA antitransglutaminase, mais pas les IgA anti-endomysium le plus souvent. Donc, ça n'est pas une maladie cœliaque, et ça n'est pas, comme je l'ai vu plusieurs fois, nécessaire de mettre ces enfants sous régime sans gluten. Le principe du régime sans gluten, on va le faire bien sûr très rapidement parce que vous le connaissez tous par cœur. Blé, seigle, orge, avoine à exclure totalement, une petite quantité blé, seigle, orge à exclure totalement, et l'avoine qui peut être donnée en toute petite quantité. Je ne crois pas que les Marocains soient des grands consommateurs d'avoine comme le sont les Anglais. Si ?
Ah bon, bah les Français n'en consomment très peu d'avoine. Bah donc pour les petits Marocains, c'est très bien, parce que ça leur permet de manger un peu d'avoine. C'est très bien. Ils vont peut-être être aussi beaux que les chevaux. Alors, les parents nous demandent l'évolution, et il faut savoir, et vous avez tous vu des maladies cœliaques, il faut savoir que les signes disparaissent avec une rapidité incroyable. On pourrait presque dire qu'en 24 heures, l'enfant est transformé, avec les signes bien sûr les plus simples, hein, diarrhée, vomissement, ballonnement, tristesse, fatigue. La reprise de poids se fait bien évidemment un tout petit peu plus lentement. Les points importants à savoir, c'est ça. On m'a appelé plusieurs fois parce qu'on avait des enfants qui étaient guéris, qui avaient des IgA antitransglutamases négatives, qui suivaient parfaitement leur régime, et qui après un an n'avaient toujours pas repris leur croissance staturale, alors qu'ils avaient repris leur croissance pondérale. Il faut savoir que c'est décrit. On a parfois, pour des raisons obscures, on a parfois des enfants qui ne reprennent leur croissance staturale qu'après un an après le régime sans gluten parfaitement suivi. Donc il faut rassurer les collègues qui nous demandent en disant qu'il faut attendre un petit peu. N'oubliez pas de donner quand même des compléments nutritionnels au début, ça va se corriger bien évidemment, mais le fer et l'importance du fer et la vitamine D, ils sont tellement importants qu'il faut savoir les supplémenter quand ils sont carencés. Pareil pour la sérologie, moi j'ai eu plusieurs enfants qui sont venus me voir avec des parents extrêmement obsessionnels qui me juraient que le régime était parfaitement suivi, mais ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années, que la sérologie ne s'était toujours pas négativée. Je vais vous montrer juste sur la diapo après. Je passe rapidement sur la biopsie, bien sûr qu'on ne refait plus. Mais voilà un travail relativement récent qui montre qu'on peut mettre jusqu'à 3 ans à normaliser la sérologie, encore une fois, chez les enfants qui suivent parfaitement leur régime. Parce que s'ils ne suivent pas leur régime, c'est bien sûr assez classique. Alors vous avez les différents groupes. Ici, c'est le groupe, j'allais dire, le plus sévère. Et là, vous voyez que ça diminue en fonction du temps, mais à 3 ans, on a encore des enfants qui suivent encore une fois parfaitement leur régime, qui ont une sérologie positive. Après, dans les formes moins sévères, ça se normalise beaucoup plus rapidement. Donc dans les formes sévères, avec des taux très très élevés au début, même si ça ne s'est pas corrigé, au début, ça n'est pas un signe évident de régime mal suivi. Alors, la question qu'on me pose très très souvent et pour laquelle il n'y a pas vraiment de réponse consensuelle, c'est comment les suivre. Alors, je vais vous donner la façon que je fais. Et j'en ai discuté avec Christophe Cellier, qui est le grand spécialiste de la maladie cœliaque de l'adulte. Donc, moi, je les vois tous les ans, hein, une fois qu'ils ont bien sûr normalisé leurs IgA antitransglutaminases et qui suivent un régime parfait. Je leur demande bien sûr des IgA antitransglutaminases à chaque fois pour voir s'ils suivent bien leur régime. Et quand les IgA antitransglutaminases sont positives, se sont repositivées, dans l'extrême grande majorité des cas, pour ne pas dire la totalité, c'est que l'enfant suit mal son régime. Alors parfois il l'avoue, mais quand il ne l'avoue pas, une enquête diététique permet de trouver, notamment à l'adolescence, l'erreur qu'il fait. L'erreur les plus classiques, c'est les enfants qui retirent le pain, les pâtes, enfin tout ce qu'ils savent, mais qui continuent à aller à la cantine et à manger les plats en sauce. Et vous savez, dans les plats en sauce, je ne sais pas comment c'est ici, mais il y a toujours pratiquement du blé. Il faut savoir que même lorsque le régime est bien suivi, il y a un risque de complications augmenté. C'est une maladie auto-immune, donc toutes les autres maladies auto-immunes ont un risque augmenté, notamment diabète, hypothyroïdie. Il a été décrit une augmentation du risque de troubles psychiatriques, notamment d'anorexie mentale. Alors, où est la poule, où est l'œuf? Est-ce que c'est le fait de suivre un régime qui les incite? C'est sûrement sur des terrains prédisposés. Est-ce que c'est directement le blé dont on a déjà évoqué la toxicité au niveau cérébral qui pourrait provoquer des troubles psychiatriques? En tout cas, dans les observations, on a une augmentation. Et puis, on en a plusieurs dans le service, des enfants qui deviennent, ou qui le sont dès le départ, mais qui deviennent le plus souvent, allergiques au blé. Peut-être pas à cause de l'exclusion totale du blé. Alors, vous allez me dire comment on fait la distinction? Eh bien, c'est des enfants qui, lorsqu'ils mangent un tout petit peu de blé, ont une réaction qui fait presque IgE médiée. Dans la maladie cœliaque, quand ils mangent un peu de blé, ils n'ont pas de réaction immédiate aussi importante. Et le cas le plus étrange que j'ai eu, c'était une enfant, la mère me dit, elle a mangé quelque chose, elle a eu une réaction très rapide, je crois que c'était des vomissements. La mère regarde sur l'étiquette et il y avait du dextrose de blé. Alors, le dextrose de blé, je vous rappelle, c'est du glucose, hein. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des protéines. Bon,
Et j'ai téléphoné à l'AFDIAC, donc, qui est notre association, qui regroupe tous les cas. Elle m'a dit qu'elle avait un autre cas. Bref, je lui dis d'arrêter de consommer. Et puis, plusieurs mois plus tard, la mère me dit, écoutez, un jour, elle a eu les mêmes symptômes. J'ai regardé ce qu'elle venait de manger, je n'avais pas fait attention, il y avait encore du dextrose de blé. Donc ça, c'est des enfants qui, c'est pas la maladie cœliaque, hein, vous savez qu'on peut tolérer des toutes petites quantités de blé dans la maladie cœliaque. Je pense qu'elle a une allergie IgE médiée probablement, d'ailleurs on lui a fait les tests et c'était le cas. Elle a une allergie IgE médiée au blé, et donc quand elle mange des toutes petites quantités de blé, elle a une réaction. Ça ne change pas beaucoup sa vie, sauf qu'elle ne peut pas faire du tout d'écart. Alors, vous connaissez tous les risques lorsque le régime sans gluten est mal suivi. Un risque de réduction de la densité minérale osseuse. Ça, c'est des formes diagnostiquées durant l'enfance avec des adultes qui ne suivent pas leur régime, mais qui n'ont aucun symptôme. Donc, vous voyez que le contenu minéral osseux, notamment du col du fémur, diminue considérablement. Dans tous les cas, on a une augmentation du risque de maladies auto-immunes, mais il est d'autant plus augmenté que le régime sans gluten est mal suivi. Et puis, vous connaissez tous le risque de cancer augmenté lié à un régime mal suivi, notamment ceux qui ne suivent pas du tout leur régime, et notamment les redoutables lymphomes, avec 0% de survie à 5 ans. C'est des lymphomes qui tuent généralement dans la première année après le diagnostic. C'est des lymphomes, c'est très rare, mais avec un pronostic redoutable. Enfin, il y a d'autres complications, les troubles de la fécondité, hein, ça fait partie des recherches dans les stérilités, notamment féminines, les retards de croissance intra-utérin et les risques cardiovasculaires augmentés par augmentation de l'homocystéinémie. Et puis j'aimerais terminer sur un point de discussion. C'est le dépistage des asymptomatiques. Alors, ce n'est pas une question idiote, parce que comme vous le savez, la majorité des maladies cœliaques sont possi- ou asymptomatiques. C'est le fameux iceberg que tout le monde montre. Sont à risque de maladie cœliaque essentiellement les familles de maladies cœliaques, donc lorsque les parents ou les frères et sœurs ont une maladie cœliaque, et nous, pédiatres, on est concernés, parce que lorsqu'on fait un diagnostic chez un enfant de maladie cœliaque, eh bien, la question se pose de rechercher la maladie cœliaque, certes chez les parents, mais aussi chez les autres frères et sœurs. Tous ceux qui ont une maladie auto-immune, notamment diabète, hypothyroïdie et thyroïdite auto-immune, hypothyroïdie et hépatite auto-immune, le déficit en IgA et les 3 syndromes génétiques, trisomie 21, Turner et Williams-Ebere. Alors pourquoi je dis que c'est un problème? Parce que si on écoute les recommandations, les SGAN, donc la Société européenne, pour eux c'est très clair. Tous ces enfants-là doivent avoir un dépistage systématique de la maladie cœliaque, donc par une sérologie, avec donc tous les risques augmentés que vous voyez ici. J'ai bien dit qu'il s'agissait d'enfants asymptomatiques. Et c'est là que le problème est important. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est hautement discutable. Donc moi, quand je fais un diagnostic de maladie cœliaque, je pose la question aux parents et aux frères et sœurs. Je recherche des éléments cliniques qui pourraient orienter vers une maladie cœliaque. Ne serait-ce que des douleurs abdominales ou une carence martiale. Donc le moindre signe qui pourrait orienter. Et dans ce cas-là, je dis aux parents, écoutez, il faut rechercher une maladie cœliaque il a un symptôme chez les frères et sœurs, et je fais la même chose chez les parents. Alors c'est marrant parce que vous savez que 20% des gens ont un intestin irritable, mais alors quand on parle de maladie cœliaque, je leur dis, si vous avez un symptôme, je vais rechercher une maladie cœliaque chez vous, étonnamment, ils n'ont plus aucun symptôme digestif. Bon. Ça, j'allais dire, c'est simple. Mais je les informe, parce que c'est obligé, je leur dis, vous savez, la société européenne, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elles font, mais la société européenne recommande de rechercher systématiquement la maladie cœliaque chez vous et chez les frères et sœurs de votre enfant. Je ne suis pas d'accord, et je vais expliquer pourquoi, mais certains parents me disent, non, non, je veux savoir. Je dis, très bien, dans ce cas-là, on va le faire, mais je vous préviens, si on trouve une maladie cœliaque, alors que l'enfant est asymptomatique, hein, j'insiste, eh bien je serai obligé de mettre un régime sans gluten, un régime épouvantable à un enfant qui ne se plaint de rien. Alors vous allez me dire, pourquoi? Ben, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer, et d'ailleurs même dans les SGAN, ils le disent, et vous allez voir, on ne peut pas affirmer que ces enfants totalement asymptomatiques aient les mêmes risques évolutifs que les enfants symptomatiques. Et donc on va imposer un régime épouvantable à des enfants qui ne se plaignent de rien, et qui ne vont donc rien améliorer. Alors, on n'est pas les seuls, et j'ai participé plusieurs fois à des réunions avec les
gastroentérologues d'adultes, notamment Christophe Cellier et d'autres, autour de ça, et beaucoup partagent. Et vous voyez que dans cette recommandation américaine, qui est relativement récente, de 2017, eh bien, j'ai traduit ici la conclusion. Les preuves sont insuffisantes pour évaluer le rapport bénéfice-risque du dépistage de la maladie cœliaque chez les personnes asymptomatiques, aussi bien adultes qu'enfants. Il y en a d'autres, notamment dans le même numéro d'IJAMA, qui discutent ça. Alors, encore une fois, les recommandations, elles sont claires. La recherche doit être systématique. Maintenant, je vous ai dit ce que je faisais, et beaucoup d'enfants, beaucoup de parents m'ont dit, bon, bah, très bien, il est asymptomatique, on vous suit, on ne fait pas de recherche. Et tout récemment, j'ai eu un autre cas, j'ai fini, mais très rapidement, tout récemment, j'ai eu un autre cas d'un enfant qui avait un diabète insulinodépendant, recherche systématique de maladie cœliaque, IgA antitransglutaminase, IgA anti-endothélium positive, et cette fille donc, qui venait d'avoir un diabète avec un régime adapté, on lui a imposé un régime sans gluten, qu'elle n'a d'ailleurs pas suivi. Et ça n'a absolument rien changé. 2 mots sur les perspectives. J'avais un peu plus de temps tout à l'heure. Les perspectives, moi je dis toujours à mes parents, à mes patients, aux parents de mes patients, que le régime sans gluten ne sera pas suivi à vie et qu'on va trouver des choses pour améliorer leur état. Alors, il y a les pistes, il y a les nanoparticules qui contiennent de la gliadine et qui sont censées induire une tolérance immunitaire. Bon, les résultats préliminaires ne sont pas très encourageants. Il y a les immunothérapies par voie sous-cutanée, pas encore très encourageant. Et la piste qui paraît la plus intéressante, c'est les inhibiteurs de la transglutaminase 2 qui pourraient réduire les lésions intestinales induites par gluten. C'est une publication récente du New England. Mais je suis certain que, j'espère avant la fin de ma vie, les enfants qui ont une maladie cœliaque pourront manger du gluten. Voilà, donc ma conclusion, et désolé pour ce retard. Donc des formes cliniques de plus en plus atypiques, diagnostic surtout chez l'adulte, diagnostic qui repose sur la sérologie, et puis la discussion autour du dépistage. Je vous remercie. Merci pour cette superbe mise au point. Des questions? Tout le monde est d'accord? Non. Moi non. 2 questions. Une seule question. Pardon. Dans le cas du diabète, on sait bien qu'un enfant qui a un diabète, on va chercher systématiquement s'il y a une maladie cœliaque. Et le régime, quand on le fait, il permet un meilleur contrôle glycémique. C'est pas le régime qu'on fait, c'est surtout pour un meilleur équilibre. Vous parlez du régime sans gluten? Du régime sans gluten. Je ne connais pas, parce que je ne suis pas du tout diabétologue, mais peut-être que le régime sans gluten favorise le contrôle de la glycémie. Mais j'allais dire, c'est cher payé. Non, il y a madame d'abord. Rappelons le dogme qui dit que toute hypoglycémie non élucidée chez un diabétique est une maladie cœliaque jusqu'à preuve du contraire. Dites-le à vos étudiants. Donc, le principal risque d'un enfant qu'on ne met pas ce régime d'exclusion... Vous parlez des enfants asymptomatiques? Asymptomatiques ou symptomatiques. C'est-à-dire, je parle de façon générale. Oui, mais ça pose... je vais poser une question de façon... un raisonnement par absurde un petit peu. Donc, le principal risque, en fait, c'est le lymphome digestif. C'est ce qu'on craint pour les gens, pour les cœliaques. C'est très rare. C'est très rare, oui. Alors quand on a un lymphome digestif, quelle est la prévalence de la maladie cœliaque chez les enfants qui ont un lymphome digestif? Alors, c'est des lymphomes et là, ça très rejoint spéciaux. les gens qui sont asymptomatiques et chez qui on indique le régime sans gluten. C'est des lymphomes très spéciaux. Et j'avais assisté à un congrès où il y avait le grand spécialiste français, j'ai oublié son nom, des lymphomes. Je crois qu'il doit avoir une série de 50 cas dans toute la France. On est vraiment dans une situation... C'est des lymphomes épouvantables et très peu. Donc la question que vous posez, effectivement, elle est intelligente. C'est-à-dire, est-ce que quand on trouve un lymphome, on remonte vers la maladie cœliaque? Alors oui, mais dans ce type de lymphome spécifique. Encore une fois, c'est pas du tout tous les lymphomes. Moi, je ne suis pas un spécialiste des lymphomes. Mais c'est un lymphome spécifique. Et devant ce lymphome spécifique, effectivement, on peut remonter vers une maladie cœliaque. Et j'ai eu un enfant que j'ai suivi dont le père était mort d'un lymphome. Mais si votre question c'est devant tous les lymphomes, est-ce qu'on retrouve une maladie cœliaque? Non, dans la majorité des lymphomes, ce n'est pas dû à une maladie cœliaque. C'est un lymphome spécifique. Docteur Filal. Il y a des études chez l'adulte qui ont montré que
chez certaines personnes qui avaient un très mauvais caractère. Ils ont fait des études, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de cœliaques et qui corrigeaient leur caractère par la suite au régime. Et moi, donc, il va y avoir un test rapide qui va être fait à la sortie, hein, sur le doigt, mais franchement, ça existe, hein, et celui qui est positif, bam, direct. Non, non, mais c'est pas idiot sa question. Moi, j'avais entendu... merci. Voilà. Et j'avais même entendu que si on donnait un régime sans gluten dans les asiles, 10% des fous sortiraient. Donc non, c'était intelligent. Mais franchement... Hein. Bravo, monsieur le président. J'ai vu une... Bon, sur ce, Marc, tu as terminé ta séance. Lève-toi. À toi.